Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Le médiateur de la République remet son rapport annuel au chef de l'État. Et en Somalie, le bilan s'alourdit à au moins 300 morts et plus de 300 blessés. Voilà donc c'était les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel le médiateur de la République, le docteur Kassim Issar Osman. Ce dernier donc est venu lui remettre le rapport 2016 portant sur les activités de l'institution. Ce rapport donc est en conformité avec la mission assignée au médiateur de la République qui est chargé d'améliorer les relations des administrés et institutions de l'État afin d'atténuer les litiges ou contentieux. Le médiateur intervient pour régler donc à l'amiable les différends apparus et propose ces solutions. Le document remis au chef de l'État tire donc le bilan des interventions du médiateur de la République. Cette institution évite ainsi le recours à la justice et ses longues procédures en appel. Le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a réservé un accueil chaleureux au médiateur et a suivi avec attention ses explications sur certains sujets traités. Le médiateur de la République, Dr Kassim Issar Osman, était entouré donc de ses principaux collaborateurs. Et après son entrevue avec le chef de l'État, le médiateur de la République, Dr Kassim Issar Osman, a tenu un point de presse où il a expliqué le travail de son institution. Nous l'écoutons. Le président de la République, ce présent rapport expose le bilan d'activités réalisées par l'institution au cours de l'année écoulée. Il présente la gestion des réclamations, les difficultés qui font obstruction aux instructions du médiateur, les recommandations formulées et les autres activités du médiateur. Pour l'année 2016, 86 nouvelles plaintes ont été enregistrées au bureau du médiateur. À ce nombre s'ajoutent 78 plaintes en instance lors de ma prise de fonction le 16 mai 2016. Donc on a enregistré un total de 164 réclamations. Sur les 164 réclamations examinées, 37 ont été traitées et clôturées et 127 restent pendantes. On constate que l'écart entre les nouvelles plaintes et celles cumulées n'est pas significatif. Cette baisse s'explique par le cumul et par le découragement de nos concitoyens lassés par du silence de l'administration. Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant qu'organe d'arbitrage, de réconciliation et autorité constitutionnelle, les médiateurs de la République contribuent à la consolidation de la cohésion sociale, à la bonne gouvernance et au renforcement de l'état de droit. Donc il serait opportun, avec votre acquiescement, de prévoir pour notre jeune institution un nouveau cadre juridique performant et conforme à notre Constitution. Une réforme institutionnelle permettant ainsi de concrétiser la consécration constitutionnelle, dotant ainsi l'institution de nouvelles prérogatives, notamment la protection des personnes vulnérables ou encore celle des réfugiés, de donner la possibilité aux médiateurs en matière d'instruction des dossiers de pouvoir mettre en demeure les autorités concernées afin de lui répondre dans un délai qu'il fixera. Également dans l'actualité, donc sur instruction du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, une équipe médicale conduite par le ministre de la Santé, Dr Jamal El-Mu'okiyeh, s'est envolée ce matin donc pour Mogadiscio afin d'apporter une assistance médicale aux blessés du terrible attentat survenu samedi et qui a coûté la vie à des centaines de personnes. Alors pour nous en parler, Ali Abdillah est avec nous donc sur ce plateau. Bonjour Ali. Bonjour donc, Ali, au fur et à mesure donc que les heures s'écoulent, on découvre de nouveaux morts et blessés dans les décombres de l'hôtel Safari notamment. C'est un appareil de l'armée de l'air djiboutienne donc qui a été affrété pour acheminer hommes et matériel. L'équipe médicale est composée notamment de chirurgiens, d'anesthésistes, de médecins généralistes et de paramédicaux. Elle emporte avec elle 4 tonnes d'équipements et de médicaments. Eh bien Ahmad, l'attentat survenu samedi dans un centre commercial très fréquenté de l'hôtel Safari s'est alourdi. C'est une véritable hécatombe. Le
Le bilan des victimes s'est élevé à 300 morts et plus de 300 blessés. Dans cette douloureuse épreuve, le président Guelleh a adressé ses condoléances les plus attristées au gouvernement, au peuple et aux proches des victimes, condamnant ainsi cet acte barbare et odieux qui a visé des innocents. Le gouvernement somalien, face à l'ampleur du drame, a appelé à la mobilisation de la communauté internationale. Répondant à cet appel, du président Farmajo, et pour apporter sa solidarité avec ce peuple frère meurtri, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a dépêché le ministre de la Santé, Dr Jama El-Miokiye. Ce dernier a tenu donc hier après-midi une réunion de crise en prenant à bras le corps l'instruction du chef de l'État. En effet, une unité médicale comprenant entre autres des médecins généralistes, des chirurgiens de plusieurs spécialités, en l'occurrence viscérales, orthopédistes et des infirmiers paramédicaux ont été dépêchés pour prodiguer des soins aux blessés de l'attentat qui a frappé la périphérie de la capitale Mogadiscio à 5 km. Cette mission médicale est dirigée par le ministre de la Santé en la personne Dr Jama El-Miokiye. La mission médicale a décollé de l'aéroport international d'Ambouli à destination de Mogadiscio, où les blessés sont pris en charge à l'hôpital Erdogan. Il a indiqué donc que cette mission intervient à un point nommé celle de porter assistance à nos frères et sœurs somaliens blessés dans cet tragique attentat. Le chef de l'État a été précis sur cette mission, c'est ce qu'a indiqué le ministre de la Santé, qui a dépêché donc cette mission médicale à Mogadiscio pour apporter des soins avancés aux victimes de cette horreur. Eh bien, Ali, la République de Djibouti s'est toujours montrée, rappelons-le, solidaire avec nos frères somaliens. Des hommes de l'armée djiboutienne sont également au sein de l'AMISOM. Eh bien, bien avant Ahmad, l'AMISOM, plusieurs conférences de réconciliation nationale en faveur de la Somalie a eu lieu à Djibouti, et la principale d'entre elles, celle d'Arta, qui a duré près de 8 mois, a permis d'élaborer la constitution somalienne sur laquelle s'appuient aujourd'hui les institutions du jeune État en reconstruction. Le chef de l'État a également fait plusieurs déplacements en Somalie pour à la fois assister à la cérémonie d'investiture des dirigeants somaliens, mais pour encourager également les soldats qui participent à la pacification et à la sécurisation de la Grande Somalie. C'est donc vrai que cette assistance médicale dépêchée en Somalie n'est pas le premier acte qui a vu au crédit de la République de Djibouti. Notre pays, il faut le dire, accueille de nombreux réfugiés et déplacés somaliens, qui a récemment donc ouvert les portes de ses écoles et établissements scolaires à ces réfugiés. Djibouti a aussi envoyé des aides humanitaires d'urgence lors des sécheresses et famines endémiques qui touchent les pays de la sous-région et la Somalie en particulier. Le chef de l'État s'est récemment déplacé donc lors de la cérémonie d'investiture du président élu Farmajo. Le président Guelleh se préoccupe, il faut le dire, de la situation qui prévaut en Somalie et œuvre sans relâche pour la renaissance des institutions de l'État somalien. Je vous propose à présent d'écouter donc les ministres de la Santé. C'était donc avant son départ à l'aéroport international de Djibouti. De l'armée de l'air, et nous nous dirigeons vers Mogadiscio, Somalie. La République de Djibouti est un pays frère de la République fédérale de Somalie, et nous voudrons montrer notre soutien. Une délégation composée de 30 personnes, à la tête le ministre de la Santé et les médecins spécialistes, des médecins généralistes, des techniciens de santé, se dirige vers Mogadiscio. D'ici 2h30, 2h30, nous voulons atterrir, Inch'Allah, là-bas. Nous avons amené tous les médicaments nécessaires avec nous aussi pour pouvoir souvenir aux besoins urgents de la population de Somalie. Cela sont des instructions du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Et comme vous le savez, et le monde le sait, c'est que depuis qu'il y a eu la destruction de la Grande Somalie, le président de la République, son Excellence M. Hassan Gouled Abtidan, Allah yarhamou, et le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, n'ont ménagé aucun effort pour soutenir nos frères somaliens pour que la paix revienne et que ce soit une paix durable. Et jusqu'à aujourd'hui, cet accompagnement est sans faille, que ce soit à un niveau national ou à un niveau international. Voilà donc, Ahmad, tout ce qu'on pouvait dire sur cette mission médicale conduite par le ministre de la Santé, Dr Jama El-Miokiye, qui s'est envolé donc ce matin pour Mogadiscio afin d'apporter une assistance médicale aux blessés du terrible attentat qui est survenu samedi dans la capitale Mogadiscio. Et cette mission médicale est sur instruction du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh.
Merci Ali pour cette analyse. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu hier après-midi dans son cabinet le haut représentant des sociétés et entreprises chinoises, Nicolas Huang. Ce dernier était accompagné de son proche collaborateur. Le secrétaire d'État et M. Wang, qui est un ancien diplomate, se sont entretenus du développement des infrastructures sportives en faveur de la jeunesse djiboutienne. Le ministre a remercié les entreprises chinoises qui opèrent à Djibouti pour leur soutien en vue de rehausser le sport et participer à l'épanouissement de la jeunesse. Rappelant que les entreprises chinoises à Djibouti ont réhabilité ces dernières années des infrastructures sportives telles que le stade de Gouled et le gymnase du lycée de Djibouti. M. Nicolas Wang a par ailleurs souligné que de dizaines de jeunes pourront être formés pour occuper les emplois à la nouvelle zone franche du PK20. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé donc dimanche dernier la journée internationale de la femme rurale où de jeunes femmes se sont rendues dans les 5 régions du pays pour dialoguer avec les femmes des zones rurales. Cette action a été menée en collaboration avec l'UNFD et l'appui financier de l'Union africaine. La ministre de la Femme et de la Famille, Ouamine Ahmed, accompagnée donc de la secrétaire générale de l'UNFD, s'est rendue à Bandara, une localité rurale de la région de Dikil. Au cours de ce déplacement, la délégation s'est entretenue avec les autorités locales, le préfet de la région, le président du conseil régional, les représentants des différents départements ministériels tels que la décentralisation, les affaires sociales et la santé. La journée fut également l'occasion d'apporter un soutien en matériel agricole à 30 familles de Bandara. Cette aide devrait permettre de renforcer les moyens des femmes rurales exerçant déjà une activité agricole, mais aussi pour celles qui souhaitent s'engager dans ce domaine. Cet effort s'inscrit donc dans la volonté du ministère d'autonomiser les femmes, de réduire leur vulnérabilité et d'améliorer donc leurs conditions de vie et celles de leurs enfants. Et la journée fut aussi l'occasion de discuter avec la population locale des différentes actions menées donc par le ministère, notamment les mutuelles, l'aviculture, l'alphabétisation, les garderies et les crèches, mais aussi l'accès aux services sociaux de base. Écoutons Mme Ouamine Ahmed, ministre de la Femme et de la Famille. maanta waa maalintii caalamka lagu xasuusanayay xafladii haweenka. Toujours en nouvelle nationale, la salle de conférence donc du CDC de Ouahledaba a abrité donc hier dimanche une cérémonie de remise de certificats du centre de formation. La matinée a été présidée donc par l'inspecteur général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Moussa Ali, en présence des responsables des CDC. Cette année 2017 a également été l'occasion pour les responsables du CDC de lancer un programme inédit à travers la clause de collaboration du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, un programme appelé professionnalisation et accès à l'emploi, très apprécié pour les jeunes donc scolarisés et les filles déscolarisées du quartier afin de les doter d'une connaissance globale en informatique et bureautique. Cette cérémonie a vu la participation d'une vingtaine de stagiaires, filles, et qui se sont vues donc attribuer la concrétisation de leurs efforts à travers un certificat de formation professionnelle en informatique. L'inspecteur général du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a dans son intervention souligné l'importance que revêt cette activité de formation pour les jeunes qui ont pu bénéficier et participer donc à ces formations. Il a en outre rappelé donc le renforcement et la multiplication de ce genre d'activités qui démarquent le CDC de Ouahledaba, qui n'a de cesse de travailler sans relâche pour donc le renforcement du sport et l'épanouissement de la jeunesse du quartier. Des rendez-vous aussi avec l'informatique, et je crois que vous avez bien vu de vous intéresser à l'informatique. Nous vous y encourageons à aller plus loin. Et nous, le ministère de la Jeunesse et Sport, est derrière vous pour vous soutenir et pour que vous puissiez aller plus loin encore. Merci à tous ceux qui ont participé de loin ou de près à cette initiative et je vous en remercie. Le ministère de la Femme et de la Famille, avec l'appui de l'Union africaine, donc, a organisé hier donc, à Faradil, dans la région d'Ali Sabi, cette fois-ci, la journée internationale de la femme rurale, instituée pour la première fois le 15 octobre par l'ONU. La journée de la femme rurale constitue donc une occasion de mettre en évidence les contraintes rencontrées par les femmes rurales qui sont victimes des aléas de la nature, de la pauvreté et des conditions de vie précaires liées au milieu rural. Et pour sa part, la République de Djibouti a célébré cette journée pour la première
première fois le 15 octobre 2011 dans la région de Dikil. Et cette cérémonie donc a vu la participation du premier adjoint du préfet d'Ali Sabié, du président du conseil régional, des représentants des différents départements ministériels concernés. La journée fut l'occasion également d'apporter un soutien en matériel agricole à 30 familles de Faradil. Et donc la journée fut aussi l'occasion de discuter avec la population locale des différentes actions menées par le ministère. Agricole. Ceci va améliorer le cadre de leur travail dans leurs champs respectifs. Et avant de poursuivre cette édition, nous allons tout de suite retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons juste après. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre édition. Et nous passons aux nouvelles du monde avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour Ahmed. Donc nous allons nous rendre en Irak tout d'abord, où un nouveau front de guerre s'est ouvert donc aux alentours de la ville pétrolière de Kirkouk entre Kurdes et forces armées de Bagdad soutenues par les milices chiites. Tout à fait Ahmed. Les forces irakiennes ont progressé donc dans la nuit d'hier à ce matin dans la province de Kirkouk, affirmant avoir repris des routes et des infrastructures au Peshmerga kurde. Dans un communiqué publié hier, donc le commandement militaire qui regroupe l'ensemble des forces irakiennes engagées dans des opérations a fait état de la progression de l'opération de restauration de la sécurisation de cette ville de Kirkouk où se disputent dans le gouvernement central et la région autonome du Kurdistan. À cela s'ajoute une infrastructure gazière de Northern Gas Company, un poste de police, une centrale électrique de Kirkouk et de la raffinerie qui l'ajoute. D'après Bagdad, les forces irakiennes poursuivent leur progression dans cette ville. Et au sud de l'Europe, des incendies meurtriers donc ont touché l'Espagne et le Portugal. Et oui Ahmed, de multiples incendies ont fait au moins 6 morts au Portugal et 3 en Espagne. Au Portugal, au moins 440 feux se sont déclarés dans la journée, principalement donc dans le centre et le nord du pays. 6000 pompiers étaient encore mobilisés dans la nuit. La circulation a été coupée sur les 3 autoroutes, dont celle qui relie Lisbonne à Porto. Cette vague d'incendie est due à des températures nettement au-dessus de la moyenne pour la saison et à l'effet de sécheresse. Du côté espagnol, 3 personnes ont péri entre Galice, donc dans le nord-ouest du pays, où une quinzaine d'incendies ont été recensés. Des pompiers, des soldats, mais aussi donc des habitants se sont mobilisés pour contrer ces incendies attisés par des rafales de vent allant jusqu'à 90 km/h. La météo annonce de la pluie et des températures plus douces à partir d'aujourd'hui. Merci Fardous pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et merci pour votre fidélité.